Je passe la parole à Madame Natalia Haddad. Vous avez respecté le temps, merci. Natalia Haddad, Madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Nous t'entendons, oui, nous vous entendons. C'est mon ancienne étudiante. Mais nous ne te voyons pas. La connexion chez moi est très mauvaise aujourd'hui, donc j'ai peur. D'accord, nous écouterons. Oui. D'accord. En fait, je suis très heureuse de participer aujourd'hui avec vous à cette table ronde et je vous remercie, Madame Sophie, mon ex-professeure. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été déjà dit à propos des applications que les enseignantes ont utilisées dès l'apparition du coronavirus, telles que Teams, Zoom, Nearpod ou autres, à propos de ce que le ministère de l'Éducation a pu réaliser jusqu'à maintenant ou à propos de toutes les difficultés et contraintes de la période passée ou actuelle. Je propose de nous poser de véritables questions à propos de notre sujet, des questions auxquelles vraiment il n'est pas facile de trouver des réponses. Jusque-là, la francophonie était visible en tant qu'espace culturel et éducatif, plutôt qu'un espace porteur de technologies nouvelles. La technique planétaire parle anglais, qu'on le veuille ou non, d'où la nécessité de tenter d'équilibrer notre rapport à la technologie. Ce qui est frappant, c'est qu'il y a beaucoup de formations, de colloques, de congrès, mais il n'y a aucun modèle pour l'enseignement à distance. Et cela est une tâche urgente. Car au fond, l'enseignement à distance consiste en quoi exactement? Quel enseignement? De quoi? Quelles matières seront les plus visées? Quelle formation? Qui prendra cela en charge? Peut-être ne faut-il pas chercher une forme de pluridisciplinarité pour sortir du conformisme actuel? En effet, l'enseignement à distance doit ouvrir les espaces et les frontières de la francophonie. Cela aidera à transformer l'enseignement en augmentant sensiblement l'aspect participatif et l'intelligence collective. En réalité, l'enseignement est censé devenir participatif et hors frontières. Cours communs entre pays francophones, nouveaux curriculums, nouvelles matières, nouveaux points de convergence. Plusieurs propositions s'y trouvent, notamment l'élaboration des outils digitaux qui s'avèrent indispensables. Dans cette perspective, la collaboration entre les enseignants interfrancophonie plus aisés vers une innovation radicale du processus d'enseignement doit relier l'enseignement et l'expérimentation pour aboutir à un enseignement pluridisciplinaire. En fin de compte, les instances politiques et éducatives sont appelées à réagir immédiatement en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement à distance. De son côté, la France, à travers ses représentants de l'ambassade aujourd'hui qui sont avec nous, est invitée à soutenir les pays francophones sous-développés par tous les moyens possibles afin de rendre accessible l'enseignement à distance aux élèves comme aux enseignants et pour pouvoir instaurer une certaine justice dont bénéficieront riches et pauvres, nord et sud, dans une collaboration équilibrée et prospère. Je vous remercie pour votre attention. En fait, j'ai relié les deux axes. En effet. Voilà. En effet, ça nous permettra d'allonger le débat, de prolonger le débat. Merci, Natalia. Merci. Donc, si j'ai bien compris, rapide résumé de ce qui a été dit, notre manière d'enseigner a été complètement bouleversée à la suite de la pandémie et chacun des organismes a pallié à ce problème par des aides fournies et par certaines formations assez rapides pour le moment, mais nous parlerons des formations à distance un peu plus tard. Notamment, je rappelle ici ce que Madame Khalaf nous a dit de l'aide apportée par l'AEF à ses étudiants. Et Madame Haddad, en fait, a soulevé des questions qui, justement, sont un appel à la réalisation des perspectives qui nous attendent, n'est-ce pas? Parce que nous n'allons plus, comme vous l'avez dit, comme Madame Dumas, nous n'allons plus pouvoir revenir en arrière. Il faudra voir comment faire à l'avenir. Et c'est ça, je crois,
le point le plus important de cette discussion aujourd'hui. Alors, justement, je voudrais de nouveau demander à Madame Dumas, quelles sont les formations que vous envisagez au sein de l'ambassade, enfin de l'Institut français, qui, je tiens quand même à le dire, s'est toujours tenu à nos côtés, n'est-ce pas? Bien sûr. Merci beaucoup Sophie. Oui, je veux dire, moi je voudrais revenir un petit peu là, justement sur un petit peu le processus qui s'est mis en place quand le confinement est arrivé. L'urgence en vérité pour nous a été de mettre à la disposition des enseignants, plus particulièrement donc des enseignants de français et en français, des établissements francophones qui sont labellisés, avec lesquels on a une sorte de contrat moral, quoi. Et donc, nous avons passé énormément de temps avec toute mon équipe à la recherche et à la mise à disposition des enseignants de ressources, qui sont des ressources pour l'enseignement, du français, des mathématiques, des sciences, numériques, bien entendu, de manière à soulager un peu ces enseignants. Donc, nous avons même été jusqu'à leur proposer, je dirais, de faire des projets qui étaient des projets un peu ludiques pour un petit peu casser un petit peu le côté un peu trop sérieux ou un peu trop pénible que pourraient avoir les élèves cet enseignement qui était à distance, qui était nouveau pour eux. Donc, c'était toute une réflexion avec l'équipe de mettre à disposition. On a fait un travail qui était vraiment très, très important. Tout de suite après, on a quand même enclenché une réflexion sur la mise en œuvre de formations qui étaient toutes à distance et qui étaient bien entendu sur, je dirais, l'utilisation d'outils numériques, d'applications, etc., mais pas que. Nous avons aussi essayé de faire réfléchir les enseignants sur la nécessité, sur qu'est-ce que cela supposait, je dirais, un enseignement à distance, qu'est-ce que cela supposait comme transformation de la réflexion qu'ils avaient en présentiel. Et ce n'est pas simple du tout. Non. On les a fait travailler également sur la question de l'hybridation. Tout le monde parle d'enseignement hybride, mais en vérité, l'hybridation n'est pas simple. Je dirais, comment un enseignant conçoit un enseignement hybride, comment il suit ses élèves, quels outils il leur donne, etc. Donc ça a été aussi un axe de notre travail. On a continué aussi avec l'utilisation de ressources, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition des enseignants des ressources, et en particulier des ressources de notre opérateur en France qui s'appelle Réseau Canopé. Oui, je connais. Qui est notre opérateur en vérité de l'éducatif numérique. Donc on a mis à disposition donc, des enseignants des outils, des ressources de Réseau Canopé avec une formation sur l'utilisation de ces ressources. Donc, on a aussi continué à travailler avec eux sur, en vérité, la continuité de ce qu'ils faisaient en présentiel. Comment on transforme les projets par exemple d'environnement francophone, comment on les transforme pour les réaliser sur le mode numérique. On a été assez agréablement surpris. En septembre, on a organisé un gros séminaire sur ces questions-là. Et on a eu plus 450 enseignants qui se sont inscrits à ces formations-là. On a continué aussi, nous continuons toujours là, parce que justement hier encore, on avait des formations sur l'utilisation des ressources Canopé. Donc, alors, à côté de ça, en vérité, on a conduit une réflexion sur l'évolution même de notre manière d'accompagner les enseignants. On a bien vu que quelque part, la formation à distance, on pouvait l'optimiser et on pouvait, je veux dire, mettre en valeur les côtés positifs. Les côtés positifs de la formation à distance, c'est quand même le fait que on peut toucher énormément de gens dans énormément
de lieux éloignés. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait toujours des soucis pour faire venir des gens, par exemple, à Beyrouth, parce que les difficultés de transport que nous connaissons tous au Liban font que les gens avaient du mal à se déplacer du nord ou du sud, etc. Aujourd'hui, c'est la formation qui va vers eux avec ces formations à distance. Et du coup, je dirais, il y a une disponibilité des enseignants qui est quand même, moi je le dis, hein, qui est remarquable. Nous savons tous qu'ils ont beaucoup de travail, qu'ils passent beaucoup de temps avec leurs cours, mais malgré beaucoup plus qu'avant. Exactement. Je constate qu'en vérité, à partir du moment où les formations sont à distance, eh bien, les gens s'y mettent très, très volontiers. Et donc, on a monté d'ailleurs toujours avec Réseau Canopé une plateforme numérique pour gérer les futures formations que nous allons faire en 2021 entièrement à distance. Très bien. Donc, on s'est doté d'outils, nous aussi. C'est-à-dire que pour pouvoir, je dirais, toucher tout le monde, proposer quelque chose qui soit de qualité et en même temps qui puisse laisser des traces. Il est important aussi que les enseignants puissent revenir sur les traces liées à la formation, qu'ils puissent s'en emparer de manière à leur rythme. C'est aussi très important. Et pour ça, on avait besoin d'un outil. Et donc, cette plateforme, c'est une plateforme Moodle, hein, vous savez, mais qu'on a vraiment adaptée à nos besoins en formation continue. Par ailleurs, on a un autre versant du travail qui est en vérité la réflexion avec le domaine universitaire, et en particulier avec l'Université Saint-Joseph, sur la formation. Qu'elle soit initiale ou même continue pour des enseignants. Et donc, on a ensemble mis en place un diplôme avec l'aide de l'Université Jean Jaurès de Toulouse, qui est un diplôme sur le numérique éducatif, c'est-à-dire comment on forme des enseignants avec une formation diplômante sur ces qualités, sur ces questions-là. Donc voilà les grands axes, si vous voulez, de notre travail qui s'est fait de manière, je dirais, très, très rapide. Hein, oui, nous, sur le tas aussi, en fait, au fur et à mesure. Merci beaucoup. Il a fallu s'adapter très rapidement. Oui, merci infiniment pour tous ces renseignements qui nous annoncent, disons, un avenir positif pour l'enseignement à distance. Nous ne savons pas combien de temps nous allons y être réduits. Madame Chammas, voulez-vous ajouter quelque chose, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, j'aimerais bien ajouter beaucoup de choses là-dessus. Nous vous écoutons. Merci bien. Parce que, en premier, j'ai mentionné que le CRDP a commencé par la formation sur Microsoft Teams et ce n'est pas seulement le module qui sera mis en pratique, parce que d'autres modules ont été encore conçus. Un module, il est conçu concernant les ressources pédagogiques et les enseignants seront formés à sélectionner, auront accès à la plateforme de CRDP DLI, là où ils peuvent accéder à des milliers et des centaines de ressources numériques internationales et locales, de ressources interactives alignées avec les sujets des libanais. À partir de ces ressources, les enseignants pourront concevoir des activités qui favorisent l'autonomie des apprenants, qui peut réduire le risque de décrochage, qui maximise la motivation des apprenants tout au long de l'apprentissage. Voilà, un autre module aussi, il est conçu pour la mise en pratique de l'enseignement hybride. Comme Madame Dumas vient de le mentionner, l'hybridation, ce n'est pas quelque chose de facile et qui se passe d'un jour à l'autre. Non, dans ce module, les enseignants seront formés à concevoir, à mener des séances de travail synchrone et aussi de préparer le travail asynchrone. Et ce travail asynchrone, les enseignants vont travailler sur des stratégies et des méthodes
aussi qui favorise la motivation parce que comme nous le connaissons, la motivation des apprenants, c'est un élément clé dans l'enseignement et surtout à distance. Parce que dans l'enseignement face à face, la présence physique et sociale des apprenants est un élément qui favorise cette motivation, alors qu'en distance, c'est un défi à surmonter. Et voilà ce qui sera traité dans ce module. Le contenu, le contenu de cette mise en pratique de l'enseignement hybride, elle sera basée sur le document sorti du CRDP selon les recommandations du ministère et qui préconise les objectifs fondamentaux pour l'année 2020 et 2021. Pour cela, il y aura des ateliers de travail qui seront menés sur ces objectifs. Le format de ces formations par le CRDP seront animés dans des ateliers Mauridi. C'est un service offert par les centres de ressources liés au CRDP. Ces ateliers, ce sont de courte durée, de 2 heures de plus. J'aime bien encore ajouter que… Dernière chose. En plus, la formation didactique, le CRDP, le département de langue et littérature française, il est responsable aussi du développement des compétences linguistiques des enseignants de et en français, en préparant les enseignants à la certification d'ELF. Et la préparation, elle va continuer dans notre planification en respectant le format hybride ou bien à distance à 100%. Merci. Merci infiniment, Madame Chamas, pour toutes ces informations sur les actions du CRDP. Et vous avez beaucoup insisté, j'ai beaucoup apprécié sur le désir comment dirais-je, de veiller à l'autonomie des enseignants, n'est-ce pas? Ça, c'est très important. Et ensuite, bien sûr, vos formations seront fondées sur les documents les curricula du ministère. Merci. Merci. Madame Khalaf? Oui. Oui, Madame Saldoum. En fait, j'ai déjà parlé des formations. Si vous avez quelque chose à ajouter. J'aimerais bien dire que beaucoup d'actions et de formations et de projets que nous mettons en place, on les fait donc avec nos partenaires. Donc, que ce soit l'Institut français du Liban, la FIPF, si j'ai bonne mémoire, donc en été, on a organisé avec la FIPF des ateliers d'écriture et drame éducation auxquels vous avez participé et vos étudiants en master ont participé. C'était pas seulement adressé donc aux Libanais, donc c'était ouvert à tout le monde et même les enseignants et les étudiants de la région ont pu y bénéficier. Nous faisons aussi beaucoup de choses donc en faveur des autorités locales de l'éducation, donc en faveur du CRDP et du ministère de l'Éducation. Nous allons continuer à faire. Marina Chamas a parlé tout à l'heure d'IFADEM. Il y a des projets, donc nous espérons pour plus tard, donc pour pouvoir le continuer et le déployer donc sur tout le territoire libanais et avec notre partenaire l'Institut français du Liban. Il y a le projet Apprendre donc qui a commencé à être mis en place puis s'est arrêté, donc on espère aussi reprendre les choses et proposer donc les activités qui pourraient intéresser donc et faire bénéficier donc des acteurs libanais comme le ministère et le CRDP. Donc et tout ça c'est le numérique donc qui est vraiment une priorité de l'AUF. Bien sûr, vous êtes en accord avec les besoins à l'heure actuelle. On fait le maximum et j'invite toujours là nos partenaires donc à se rapprocher de nous donc
pour formuler en fait ils sont là. leurs demandes pour qu'on voit comment on pourrait répondre donc, à leurs besoins. Ils vous ont entendu. Merci beaucoup. Madame Haddad. Madame Haddad. Oui, oui. Donc là, j'ai juste une petite idée à ajouter, c'est que le ministère de l'Éducation essaie par tous les moyens possibles vraiment d'aider les enseignants et de faciliter leurs tâches, même si la situation est difficile. Notamment, il y a beaucoup de projets à venir, notamment nous allons essayer de collaborer plus avec Canopé voilà. donc pour la période à venir. Oui, et aussi nous allons donc essayer de collaborer avec d'autres instances internationales. Très bien. Merci. Alors, je pense que nous avons du temps, ça c'est bien, pour un débat. J'attends, enfin, je vous propose, si vous avez des questions à poser, de les poser aux personnes, à ces dames qui ont participé. Une ou deux, pas plus. Je peux poser une question? Oui, allez-y, allez-y. Je voudrais tout d'abord remercier toutes les intervenantes de leur intervention aussi intéressante et j'adresse la question à Madame Mirande Khala. Madame Mirande, oui. En tant qu'association de professeurs de français, et nous avons tous les niveaux, primaire, collège, secondaire, universitaire. Nous voulons renforcer notre partenariat avec l'AUF. Comment faire? Nous sommes prêts à venir vous voir aussi. Oui, bien sûr, notre porte est toujours ouverte et vous le savez très bien, Ilham, donc vous êtes toujours la bienvenue et on est toujours en contact. Donc, en fait, comme vous le savez aussi, que l'AUF met tous ses programmes et projets, actions donc, à la disposition de ses établissements membres. Donc, et ces établissements membres, ce sont les universités, les centres de recherche et les réseaux AUF. Donc, pour les associations de langue française, il y a des collaborations, mais pas vraiment direct. Donc, vous savez, donc, quand vous voulez organiser quelque chose, il faut passer par une université. Vous êtes, vous êtes presque tous des universitaires. Donc, au moins quelques-unes d'entre vous est enseignante et rattachée à l'établissement d'enseignement supérieur. Donc, elle peut faire la demande à travers, sauf, et parfois, donc, comme c'est le cas aujourd'hui, ou bien durant le mois de la francophonie, ou à l'occasion d'une autre activité, il y a des choses en fait qui se présentent et donc qu'on essaye de mettre en place, de soutenir, donc en dehors du dispositif. Mais n'hésitez pas à chaque fois de nous dire quelles sont vos demandes et on essaiera toujours de trouver une solution pour voir comment vous appuyer et vous soutenir tout le temps. Donc surtout que voilà, donc notre point commun et le plus important, c'est la langue française. La langue française. Donc, on va faire de notre mieux pour promouvoir autant que possible ceci. Mais, bien sûr, on restera en contact, donc n'hésitez pas. Mais toujours passer par une université, c'est ça pour vous? Oui. Si vous voulez bénéficier du dispositif classique, donc, qui est tout le temps ouvert, qui propose beaucoup de choses. En dehors du dispositif, c'est vraiment des choses vraiment très ponctuelles et exceptionnelles. Donc, on essaye de faire de temps à autre à l'occasion d'une activité particulière sur une thématique spécifique. Voilà. D'accord. Donc, pour répondre à une crise, à une demande vraiment très, très urgente. D'accord, merci. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai une question. Et je pense que je m'adresse en fait aux 4 intervenantes présentes. La planète, en fait, tous les pays qui ont été contraints à l'enseignement à distance ont soulevé le problème des inégalités sociales. Je ne pense pas que c'est uniquement le cas du Liban, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons remarqué dans les témoignages que plusieurs enseignants utilisaient le WhatsApp, le téléphone portable, parce que c'était l'outil
qui se trouvaient, qui étaient à leur portée. Disponibles en fait un peu partout. Bon, c'est pas dans tout le pays, mais en grande partie. Alors, je me pose la question et je vous la pose. Est-ce qu'il y aurait un moyen, je ne sais pas, comment pourrait-on pallier en partie à ces inégalités pour pouvoir donner, justement, on en a parlé aussi dans la présentation des projets, comment pallier à cette, ou du moins comment aider le plus grand nombre d'apprenants et de professeurs aussi, vous savez, hein, à toucher le plus grand nombre d'élèves, d'étudiants, dans tous les pays en fait, le nôtre bien sûr et bien d'autres. Est-ce qu'il y a moyen? Déjà, la CRDP a parlé de modules qui devaient toucher le plus grand nombre. Parce qu'en fait, c'est adressé aux enseignants. Nous sommes d'accord, tous ces projets. Mais l'élève. Oui. Je sors. Est-ce que c'est... Oui. Madame Saloum, ça va? C'est coupé, quoi? Ça aussi, ça joue. Et justement, ça, c'était une question qu'on avait abordée au cours d'un stage qu'on a organisé, qui s'appelle Hybri-Collage. En vérité, la commande que nous avons passée aux formateurs était la suivante, c'est-à-dire comment former des enseignants à faire un enseignement en hybridation avec les moyens du bord. Et justement, voilà, ils ont abordé la question, essayant de donner des astuces, de faire travailler les enseignants sur ce que les ressources de WhatsApp comment elles pouvaient être utilisées avec les élèves. Et nous avons trouvé que c'était intéressant parce que justement, de nombreux enseignants disaient, moi je les ai entendus, disaient qu'effectivement ils utilisaient WhatsApp. Moi, quand on m'expliquait comment ils utilisaient WhatsApp, je ne comprenais pas vraiment. Donc, je me disais, je ne comprends pas, mais comment ils font et comment les élèves comprennent. Et ils le font. Oui, oui. Certains établissements aussi sont allés vers YouTube en mettant en place… C'est vrai. YouTube, oui. YouTube pour que les élèves puissent y avoir accès grâce au téléphone. Oui. On l'a vu dans un témoignage d'ailleurs. Oui. C'était cela qu'on a appelé ce module Hybri-Collage, parce que c'était un jeu de mots pour dire, en fin de compte, comment on peut bricoler, mais intelligemment et efficacement. Ouais. Voilà. Ouais. Merci Madame Dumas. Vous avez répondu à ma question. Natalia, tu aurais quelque chose à ajouter ou bien… Oui, justement, parce que j'ai déjà soulevé ce point dans ce que j'ai dit. Oui, en effet, je suis partie de là. Oui, mais tu as 2 minutes, s'il te plaît. Oui, c'est parce que nous avons remarqué effectivement cela à travers nos observations, surtout nos conseillères pédagogiques actuellement qui sont en train de suivre les enseignants dans les écoles. Les enquêtes font mal au cœur parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'au système primaire, à peu près 90% des élèves sont en train d'utiliser uniquement le WhatsApp. Eh oui. Ils n'ont pas de moyens. Donc, même si les enseignantes sont en train de préparer tous leurs cours comme il faut sur toutes sortes d'applications, mais le WhatsApp reste l'application qui
malheureusement, doit être le plus appliqué par ces enseignantes-là. C'est pour cela qu'elles sont obligées donc d'envoyer les leçons, d'envoyer des vidéos, etc. Et là, j'insiste beaucoup sur le rôle vraiment du gouvernement, de l'État, qui doit vraiment distribuer des tablettes à ces élèves-là. Oui. Ah oui. Oui. Pour libérer, pardon, excusez-moi, libérer les ordis qu'on a vus à la télé dans les ministères. Ah oui, en effet, j'en ai entendu parler. Il paraît qu'ils sont brûlés. Oui. Avec tout ce qui s'est passé à Beyrouth. C'est vrai, donc vraiment, on a besoin d'une décision au niveau du gouvernement. Oui, bien. Merci, Mesdames Haddad. Est-ce qu'on peut poser une dernière question? Oui, allez-y. Depuis l'année dernière jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'évaluation de ce qui a été fait jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous avez, s'il y a eu quelque chose, qu'est-ce qu'on a pu remarquer par rapport à la qualité de la langue française? Parce qu'on a l'impression que tout part en régression là, dans le pays. Qu'en pensez-vous? Bien. À qui vous adressez la question? À tout le monde? À tout le monde. Oui, à tout le monde. À tout le monde. J'aimerais bien répondre. Que ce soit au niveau primaire, au niveau complémentaire, secondaire, même universitaire. Que pensent les experts? Ah, Mirande. Qui voudrait répondre? Non? Moi, j'ai des difficultés à répondre parce que je pense que ce genre de questions nécessite comment dire, des études. Vous savez que la pandémie, pas seulement au Liban, je veux dire même dans d'autres pays, a été tellement brutale, etc. On n'a pas beaucoup encore d'études dans le monde entier sur les répercussions donc, du confinement, de l'enseignement à distance sur les compétences, les résultats des élèves. On a encore du mal. Alors, je ne sais pas effectivement au Liban si au CRDP, par exemple, il y a un travail là-dessus. Moi, ce que j'essaye de me renseigner à l'échelle internationale et je vois peu de... En tout cas, on n'a pas encore de travaux qui nous feraient sentir s'il y a comment dire, régression, comme vous dites, ou pas, ou on ne sait pas. Oui, je crois que c'est encore un peu tôt. Oui, justement. En fait, cette expérience et ce travail à distance en ayant recours au numérique donc, a commencé depuis 9 mois à peu près. Donc, il faut attendre un peu. Bien sûr, il faut faire les enquêtes nécessaires et les études nécessaires. Pour, après au moins une année scolaire, bien sûr, normal. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Je pense que… Il y a une question. Madame c'est possible de poser une dernière question? Parce que cette question me tient à cœur. Écoutez, on va être interrompu là. Bon, enfin, allez-y, allez-y. Nous avons commencé un peu en retard, nous avons encore 10 minutes. Non, on ne nous a pas interrompu, ça fait une heure. Non, c'est formidable. Alors, et parce que je dois aussi proclamer les prix, madame. Oui, alors, vite, allez-y. Bon, l'enseignement à distance, avec l'enseignement à distance, l'enseignant fait face à beaucoup de difficultés. Par exemple, il met actuellement beaucoup plus de temps qu'avant à préparer ses cours en ligne ou à animer ses classes virtuelles, etc. Ma question, c'est avec ce type d'enseignement, comment entretenir la motivation des enseignants et faire perdurer celle des apprenants? Parce qu'avec toutes les formations, tous les outils numériques et tout ça, si l'enseignant n'est pas motivé et ne peut pas vraiment entretenir la motivation de l'apprenant, alors ma question, c'est pour Madame Rachida Dumas. Vous êtes sollicitée. Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Je pense qu'effectivement, enfin, pour avoir un peu l'habitude d'accompagner des enseignants, je crois qu'accompagner les enseignants dans le changement, c'est
toujours pas simple. Ce n'est pas simple. Et donc, il faut pas lâcher prise, il faut continuer à les accompagner au plus proche, au plus près, pour répondre à leurs besoins, pour adapter, leur proposer des solutions, etc. Je crois que c'est une problématique assez générale en tout cas à mes yeux, de comment on accompagne au changement. C'est pas simple, ce n'est pas simple, c'est pas simple du tout. Il faut pas laisser s'installer la solitude. Je crois qu'il n'y a rien de pire. L'isolement pour l'élève aussi. L'isolement, c'est pour les deux. Les enseignants doivent se poser la question aussi de comment ils peuvent recréer de l'empathie avec leurs élèves par rapport à dans ce contexte où on communique par écran interposé. Il y a des questions de l'ordre de l'affectif aussi. On sait très bien que ce métier n'est pas un métier purement cérébral. Il met en jeu d'autres fonctions. Hein. Il n'y a pas que, et même dans les fonctions cognitives, il y a beaucoup d'émotions en jeu. Et j'ai envie de dire, pour les enseignants, c'est la même chose. Ils sont face à tous les apprenants, en vérité. Les enseignants, aujourd'hui aussi, sont en train d'apprendre. Ils sont en train de se poser des questions, ils affrontent des difficultés. Et donc, il faut absolument continuer à les accompagner. C'est le rôle des autorités éducatives. C'est le rôle des chefs d'établissement, par exemple, qui doivent, anticiper les besoins, mettre en place les formations adéquates ou solliciter les formations adéquates, faire remonter les besoins. C'est tout ce travail-là en ce moment qui est extrêmement important pour ne pas laisser les enseignants dans cette espèce de désert de solitude professionnelle. Oui. Merci Madame Touba. Merci. Et je pense que je vous remercie vraiment pour ces questions, pour vos réponses, pour le débat. Nous avons appris beaucoup de choses et je pense aussi qu'au niveau de l'émotion, nous avons quand même vécu entre nous les problèmes qu'affrontent les enseignants et ceux qui sont chargés dans les organismes de les assister. Encore merci, vraiment. Et maintenant, je passe à la fin de cette séance par la proclamation des prix. Et je dois d'abord insister sur le fait que… Sophie, s'il te plaît, oui. Il y a le remerciement. Oui, une minute, je vais le faire, je n'ai pas oublié. Oh, oui, par la proclamation, il y a des gens qui attendent, oui, excuse-moi. Oui, c'est ce que Non, je vais le faire tout de suite. Mais je voulais dire que tous les témoignages étaient de qualité, vous voyez, et il a été très difficile au comité de lecture de choisir, de faire un choix. Bien, et maintenant, avant de passer au nom, je voudrais remercier le directeur de la bibliothèque municipale de Chrim, M. Ahmad Fawaz, et la bibliothécaire, Mademoiselle Chaban, qui nous ont offert des livres pour la célébration de cette journée qui nous est chère. Alors, les 5 lauréats sont Madame Hasna Harfouch, Madame Rachid Arjesh, Madame Faten Kobrosli et Madame Karine Bchara et le groupe fort composé de Lina Shhade et Rola Haj Shhade. Et nous avons aussi décidé d'accorder un prix spécial, d'attribuer un prix spécial à Rio Arane, Madame Rio Arane, Madame Natasha Mneimne, Madame Zahra Saifeddin, Madame Fatima Mazloum et Madame Batoul Issaoui. Félicitations pour tous vos efforts
Vous avez accompli, je peux le dire, des miracles à partir de zéro. Vous avez essayé, vous n'avez pas essayé, vous êtes arrivé à maîtriser cette nouvelle technique, méthode d'apprentissage. Moi, je vous admire, franchement. Merci infiniment. Merci à vous. Bravo à tous. Et qui nous ont... Voilà, c'est nous qui vous remercions pour cette invitation. Je vais être obligée de vous laisser. Mille merci pour ce moment. À bientôt. À très bientôt. Et bonne continuation. Belle fête à tous. Merci, merci. Bonne fête à tous, bien sûr. 2021. Et bonne fête à tout le monde. Excellent. Et merci, merci à tous, à toutes et toutes qui ont participé et qui nous ont permis de passer un moment hors du temps. Moi, j'appelle ça des moments hors du temps. Merci. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Ça nous a permis de revoir d'anciens visages. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez rayonné, docteur Saloum. Oui, Rima, ça fait plaisir de te voir. Merci, docteur Elham, pour l'invitation et merci pour tous les intervenants, les intervenantes. C'était vraiment un moment d'échange fructueux. Et là, on peut soulever beaucoup de problématiques à partir de ce webinaire. Merci Nous beaucoup. sommes les acteurs du français. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Oui. Merci. Merci tout le monde. Merci Madame la Présidente. Merci Roi. Merci les membres. Merci à vous. Merci à tous. Merci aux partenaires, l'IFL, l'AUF. Bien sûr. Merci à nos collègues des pays arabes. La FIPF aussi. La FIPF, oui. Et à nos partenaires des pays arabes, nos collègues. Les pays arabes, ils étaient là, la Jordanie, l'Algérie. Oui. On les remercie infiniment. Yeah. Merci beaucoup. Merci Habib. Merci notre voyagiste. Maha, merci. Merci beaucoup à vous. Natalia, un grand merci. Bonne fête à tout le monde. Très bonne fête à tout le monde. Merci. Au revoir. On peut arrêter. Au revoir. Regardez, Zoom était généreux avec nous. C'est vrai. C'est bien qu'au départ, c'était vraiment catastrophique pour moi. Non, mais écoute, on s'est bien rattrapé. Je m'excuse de tous ceux celles qui m'ont attendu. Je ne sais pas, j'avais très peur de ne pas pouvoir régler la question, mais finalement, ça a été réglé. Nous avons rattrapé le temps perdu. A été généreux, ça je le dis. Ils n'ont pas coupé, ça fait 2 heures presque. oui, ça fait. Peut-être pour commencer ce qu'ils ont fait au début. Et Kenafa, vous allez bien? Mohand est toujours là. On n'entend pas. Vous avez le micro bloqué. Je ne le vois pas, Mohand. Désactive ton micro, Mohand. Dis-lui, on n'entend pas. Fais-lui un signe. On n'entend pas. Là, ça va mieux? C'est bien maintenant. Oui. Merci, Mohand. Salut. Merci pour tout. Hein. Merci pour tout. Merci de ta présence. Ça nous a fait grand plaisir. Écoute, moi, je voudrais d'abord remercier les organisatrices d'abord vous remercier chaleureusement pour l'invitation et pour avoir pris aussi l'initiative d'organiser ce webinaire. Merci à vous d'avoir mis à l'honneur la francophonie tout en rendant un sublime hommage à la richesse et à la diversité. Je voudrais aussi vous remercier pour la qualité et le dynamisme des diverses interventions. J'ai beaucoup apprécié, franchement. Merci. Vous parlez en connaisseur. Voilà. Il y avait des interventions très riches. Il y avait aussi une équipe souriante, volontaire, compétente. Elle a été un peu le reflet de l'image que nous souhaitions apporter à cette journée exceptionnelle. N'oublions pas que c'est une journée exceptionnelle. Donc, bravo à chacune et chacun d'entre vous, passeurs de savoir, pour cette initiative.
pour ces énergies, cette fraîcheur et cette soif de peau et de vrai. Merci, moi. Merci. Eh ben oui, ben oui, ben oui. Ça remonte le moral. Ça remonte le moral. Vous savez, nous en avons besoin. Ben voilà. Enseigner une langue que l'on maîtrise et que l'on aime, c'est aussi contribuer à une démarche de fraternité. C'est vrai. Tout à fait. Voilà. Donc, nous sommes un peu les ambassadeurs de toutes ces valeurs. Et puis cette journée, une journée ne suffit pas pour célébrer la francophonie ou la journée de l'enseignant. Il faut des jours et des jours et des jours. Alors je dis salutations au peuple libanais, salutations à mes collègues, et puis à très 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 bientôt. Et salutations. Voilà, prions pour que nous retrouvions la vie ordinaire, la vie de tous les jours. Et puis on dira, comme on a l'habitude de le dire, Inch'Allah, Inch'Allah, au congrès de la IVPF. Voilà. Je vous embrasse très, très fort, chers collègues. Merci, et puis encore, merci pour cette invitation qui m'a beaucoup touché. C'était magnifique. Voilà. Répondu à l'invitation. À très bientôt. Je vous embrasse d'Algérie. À tous les membres de CNEFA et à tous les Algériens aussi. Protégez-vous, prenez soin de vous. Oui. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.